Le face-à-face. Et pour l'heure, on accueille Jérôme Sainte-Marie, président de la société d'études et de conseil Pauling Vox et auteur de ce livre, Bloc contre Bloc, c'est publié aux éditions du Cerf. Alors, Jérôme Sainte-Marie, effectivement, Bloc contre Bloc, je l'ai lu et je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Je le recommande vraiment aux éditeurs de Sud Radio. S'ils veulent creuser un peu la compréhension de ce qui se passe en ce moment, c'est un livre qui me paraît incontournable parce que on a beaucoup parlé, effectivement, de partition, on a parlé d'archipélisation, et à juste titre, on a parlé de beaucoup de choses, mais on ne voit pas, et quelque chose que Jérôme Sainte-Marie, il nous remet quand même sur la table, et je dirais des pendules, non pas à l'heure marxiste, mais à l'heure de Tocqueville, à l'heure de Marx, et à l'heure de Raymond Aron, et de beaucoup d'autres. C'est-à-dire qu'il dit, attendez, n'oubliez pas que dans ce qui se passe en France actuellement, il y a une recomposition des blocs, et il y a une recomposition non pas de la lutte des classes, mais du conflit de classes. Alors Jérôme Sainte-Marie, qu'est-ce qui se passe? Que sont ces blocs? Oui, bonjour. En fait, effectivement, on a une construction d'abord de ce que j'appelle moi le bloc élitaire. C'est le rassemblement de gens qui trouvent à la fois une unité sociologique, une unité idéologique, et puis une unité politique. Alors, on va commencer par le plus simple. L'unité politique, c'est le macronisme. Alors, pardon, avant ça, c'est qui le bloc élitaire? Alors, le bloc élitaire, en fait, c'est le rassemblement déjà de l'élite réelle. L'élite, on en parle, on dit parfois la caste, l'oligarchie, etc. Il y a des termes polémiques, mais cette réalité, ça existe. C'est les plus riches, En fait, c'est effectivement à la fois la très haute administration, oui. Et puis la haute finance, c'est le capital, les capitalistes réels. C'est effectivement non pas la classe, c'est la classe dirigeante. Ça fait effectivement pas grand monde, mais bien sûr c'est haute administration, haute finance, entreprise. C'est ceux qui ont les clés en quelque sorte de l'État et de la société. Ceux qui possèdent à la fois les intérêts industriels, mais également les médias dominants, ce genre de choses. Effectivement, ça existe, et cela. On cherche toujours à chaque élection un champion, parfois plusieurs. Oui. Autrefois, c'était même mieux parce qu'ils en avaient un à gauche, un à droite en quelque sorte, et l'alternance ne les pénalisait pas trop. Aujourd'hui, ça s'est simplifié, un peu à leurs dépens, je pense à terme, mais dans les médias, effectivement, ça peut être... Quand on parle de ce milieu-là, il y a un truc qui s'appelait la commission Attali, et qui était effectivement la réunion 2008, la réunion autour de M. Attali de gens issus de l'administration, de l'industrie, etc., de la finance. Et il y a un jeune homme qui s'est fait remarquer à cette occasion, en étant, je crois, le rapporteur de cette commission, qui était Emmanuel Macron. Et donc, il a fait partie des cartes jouées par ce milieu-là, et c'est finalement celle qui s'est imposée. Ça aurait pu être une autre, ça est tombé sur lui. Mais bien sûr, c'est pas avec ce 1% qu'on remporte des élections, même si ça aide. Eh bien, il y a deux autres catégories principales, parce que j'appelle moi l'élite, ça c'est l'élite réelle, mais il y a aussi ce que j'appelle moi l'élite aspirationnelle, c'est-à-dire que ceux qui aimeraient en être en quelque sorte, et qui en adoptent les causes, c'est le monde des cadres supérieurs. Du privé et même du public. C'est 14% de la population active, mais ça commence à faire une masse électorale. Et puis vous avez aussi une bonne partie des retraités. Les retraités, c'est un inscrit sur 3 aujourd'hui, c'est considérable. Et ces retraités de conditions parfois modestes considèrent, pour une partie d'entre eux, bien entendu, c'est pas le cas de tout le monde, considèrent qu'au fond, il vaut mieux déléguer la gestion de leurs intérêts à l'élite. Parce que c'est ça qui va permettre le paiement des pensions, soit par l'activité économique, soit même par l'emprunt. Et de ce point de vue-là, l'élite réelle, c'est encore à elle qu'il faut faire confiance. C'est ce que j'appelle, moi, l'élite par procuration. C'est pas majoritaire, ce bloc élitaire, mais ça fait à peu près un Français sur 4. Tenez, ça fait à peu près les 24% qui ont voté pour Emmanuel Macron au premier tour. Donc c'est ça qui lui a permis, effectivement, de remporter la présidentielle. Et ça, il lui reste fidèle. J'ai regardé à l'instant un sondage pour la prochaine élection présidentielle de l'Institut IFOP. Vous avez près de 40% des cadres et des retraités qui choisiraient dès le premier tour Emmanuel Macron. Alors que seuls 10% des cadres choisiraient par exemple Marine Le Pen. Donc c'est bien sûr des régularités statistiques, c'est pas j'imagine qu'il y a plein de gens qui nous écoutent en disant je suis retraité ou je suis cadre supérieur et je ne suis absolument pas macroniste. Mais bien sûr que ça existe, mais si on raisonne en termes de masse, c'est quand même assez impressionnant. Mais alors Jérôme Sainte-Marie, vous dites dans votre livre, et c'est très intéressant, qu'au fond, les notions de droite et de gauche qui ont existé et ô combien se sont un peu diluées dans ce bloc élitaire d'un côté, et aussi le bloc populaire dont on va parler bien sûr, mais c'est-à-dire qu'ils ont considéré, parce que c'est vrai que toute la campagne de Macron disait moi, ni droite ni gauche, l'autre France, les start-up nation, etc., etc. Est-ce que
est-ce que effectivement ce bloc élitaire, les princes qui nous gouvernent dans tous les domaines, se sont dit effectivement c'est fini, maintenant on est dans la mondialisation, dans la haute technologie, dans le global, dans l'intelligence artificielle peut-être demain. Est-ce que maintenant on va plus parler de ces notions, on va choisir quelqu'un qui unifie, et il a unifié de ce point de vue-là? Oui, parce que certains milieux considéraient qu'il fallait donner la base sociale et la base électorale suffisante pour une réforme profonde du modèle social français. C'est ce qui nous est réclamé d'ailleurs par l'Union européenne de manière tout à fait régulière. Et ils ont trouvé une formule de réconciliation. Le problème, c'est que c'est pas la réconciliation de la France. Non. C'est la réconciliation, pour parler en termes simples, de la bourgeoisie. Et c'est la réconciliation des libéraux et des pro-européens de gauche et de droite. Et donc, c'est en partie la libération, la réconciliation, pardon, de la gauche et de la droite. Mais enfin, et ça, tout ça, c'est pas du tout un procès d'intention. Moi, en préparant ce livre, j'ai été amené à relire attentivement les discours et les déclarations d'Emmanuel Macron. Il le dit dès 2016. Il dit bien que c'est la France d'en haut qui va gouverner par elle-même et pour elle-même, mais qu'il faut qu'elle ménage la France d'en bas. C'est très précisément lors de son discours du 12 juillet 2016. Oui. Il est d'une très grande transparence dans ses propos, Emmanuel Macron. Et je pense que là, nous sommes là pour diriger, nous l'élite. Mais on va s'occuper de la France d'en bas. Et je pense que le projet du bloc élitaire, qui est illustré par les propos d'Emmanuel Macron, est en réalité une prise de risque considérable pour lui-même. Nous allons en parler justement parce que, est-ce que la France d'en bas a été protégée, comme il l'avait promis? On va en parler après cet instant. Le face-à-face. Avec Jérôme Sainte-Marie, bloc contre bloc, le sondeur qui est allé plus loin qu'un sondage, nettement plus loin, sur ce qui se passe en ce moment en France par rapport à la dynamique du macronisme et les forces antagonistes qu'elle suscite, effectivement. Jérôme Sainte-Marie, on parlait du bloc élitaire, on en a parlé, effectivement, qui s'est retrouvé autour de Macron et effectivement derrière Macron, pour des raisons évidentes, il fallait un homme jeune, le nouveau monde, etc. Sauf que, il y a, comme vous le dites vous-même, un bloc populaire. Et ce bloc populaire, qui s'il n'a pas encore totalement conscience de lui-même, avec les Gilets jaunes, on en parlait pendant la pause, s'est imposé. C'est qui alors ce bloc populaire? Oui, alors vous savez, c'est une constante des études, y compris des sondages, c'est de constater que l'idée qu'il y a des classes sociales et le sentiment de faire partie d'une classe sociale, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est beaucoup plus fort au sommet de la société qu'à la base. Et ça existait autrefois à l'époque du Parti communiste, mais maintenant, les milieux populaires, qui sont souvent d'ailleurs en plus émiettés, atteints par le chômage, tout cela, n'ont pas tellement conscience de faire partie d'une classe sociale. Mais c'est en train de changer, et c'est en train de changer largement grâce à Emmanuel Macron, si je puis dire, et aux dépens, à terme, d'Emmanuel Macron. Parce qu'il y avait, enfin, il y a 50 ans, les partis communistes, il y avait la classe ouvrière, ah oui, mais etc. Ça, c'était il y a 50 ans. Voilà. Donc, alors, comment prennent-ils conscience d'eux-mêmes ? Alors, vous avez tout simplement déjà le fait qu'ils voient s'organiser un pouvoir qui représente parfaitement les différentes fractions de l'élite sociale. Donc déjà, ils se disent, on n'en est pas. Et ils se disent tellement on n'en est pas qu'ils en vont jusqu'à participer ou jusqu'à soutenir au phénomène, au mouvement des Gilets jaunes, eh bien, il y a exactement un an. En quelque sorte, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, c'est le pendant, c'est le symétrique dans la rue de ce qui s'est passé dans les urnes au premier tour de l'élection présidentielle. Et là, c'est les salariés ou les indépendants du secteur privé, essentiellement, qui se rassemblent. C'est pas les populations habituellement encadrées par les syndicats, on le sait bien. Et ceux-là, ils se caractérisent avant tout par une forme de précarité et puis une difficulté financière. C'est ça, au fond. La base de la chose. Et durant ces semaines, ces mois de confrontation, eh bien, ils s'aperçoivent qui est avec eux et qui est contre eux. Et ils s'aperçoivent qu'ils sont en quelque sorte diffamés par un certain nombre d'intérêts puissants, et ils observent, pas à Sud Radio, mais dans bien des endroits, eh bien, des gens qui se réunissent, tous d'accord, qu'ils soient issus de la gauche ou de la droite, pour dire le plus grand mal de leur mouvement. C'est extraordinairement... Souvent d'ailleurs assez extrême de temps en temps. Oui, bon, c'est pas à moi de le qualifier, mais en tout cas c'est un fait. Et de ce point de vue-là, c'est assez pédagogique. Et donc ils prennent déjà une conscience négative d'eux-mêmes. On n'en est pas, visiblement, et on n'est pas représenté. Oui, on n'est pas de cette élite, on n'est pas de ce système, etc. Oui. Et puis, c'est pas la gauche ou la droite particulièrement qui vont être notre référence. Alors, ils avaient un autre problème, c'est que à l'élection présidentielle, le vote populaire, celui des employés, des ouvriers ou des retraités qui en sont issus, eh bien, ce vote populaire était divisé en deux à peu près.
Bon, il y avait toujours des gens qui votaient autrement. Il y a également des gens du peuple, enfin des ouvriers et des employés qui ont voté pour Emmanuel Macron. Mais enfin, c'est pas la masse. Ouais. Et ce vote se répartissait essentiellement entre le vote Mélenchon et le vote Le Pen. Il se trouve qu'un certain nombre de choix de la France insoumise, notamment le retour à une forme de gauchisme culturel sur des sujets essentiels pour beaucoup de Français, notamment les catégories populaires comme l'immigration, ces prises de position de la France insoumise l'ont largement disqualifié auprès de leurs électeurs. C'est pour ça d'ailleurs que leur score a été divisé par 3 en 2 ans entre la présidentielle et les européennes. Tant et si bien que le débouché du mouvement des Gilets jaunes, dans les sondages, c'est pas du tout, c'est ni un vœu ni une interprétation, c'est un constat statistique. Eh bien, ce débouché a été essentiellement le vote Bardella et l'abstention. Et l'abstention. Sauf qu'à la présidentielle, on s'abstient beaucoup moins. Et d'après ce que je prends un sondage, encore une fois, le dernier sondage IFOP, 52% des ouvriers et des employés, j'en parlais tout à l'heure, votaient dès le premier tour pour Marine Le Pen. Pour Marine Le Pen. C'est très spectaculaire, on ne connaissait pas ça depuis fort longtemps. Et vous avez cette confrontation. Donc il y a un bloc populaire qui est en train de se constituer, centré sur autour du Rassemblement national. Sur les salariés. Attendez, d'abord, il se constitue en tant que tel sur ceux qui subissent la précarité. C'est-à-dire beaucoup, essentiellement les salariés du privé, mais également certaines catégories de fonctionnaires ou de contractuels de la fonction publique, ça existe. Ceux-là, ils sont en bas de l'échelle, c'est la France d'en bas. Mais Jérôme Sainte-Marie, pardon, vous avez parlé des retraités dans la première partie de l'émission. Mais il y a des retraités aujourd'hui qui sont à 800 € par mois, 1000 € par mois. Ceux-là, ils ne sont pas... Ces retraités, ils étaient très présents d'ailleurs sur les ronds-points, on le sait bien. Et une bonne partie soutenait les Gilets jaunes, mais ils ont beaucoup de mal, malgré tout, à confier leurs intérêts pour des raisons, non pas pour des raisons de valeur, mais pour des raisons de crédibilité gouvernementale. Pour l'instant, leur vote se porte assez peu sur Marine Le Pen ou sur des forces contestataires de ce genre. D'accord. Vous avez donc ce bloc populaire. Pour qu'il y ait un bloc, si vous voulez, c'est la théorie de Gramsci, il faut qu'il y ait une sociologie. Celle-là est très nette. Encore une fois, c'est son noyau dur, c'est les salariés, les travailleurs pauvres, du privé. Ça fait des millions de personnes. C'est considérable. Vous avez une idéologie. Ça, c'est le souverainisme. C'est-à-dire l'idée que la nation, c'est là, c'est ce qui vous défend le plus quand vous n'avez pas grand-chose. Et c'est l'instance de partage. C'est là, la nation, on ne se rend pas compte à quel point c'est un système de redistribution et de transfert de richesses considérable. On s'en plaint d'ailleurs parfois en raison de la fiscalité, mais c'est le lieu de la collectivité. La on ne laisse tomber personne, on est là. C'est la nation, c'est ça. La gauche souvent ne le réalise pas. Et ça, Macron, la nation, il aime pas beaucoup. Disons qu'il est un imaginaire post-national, on va dire ça comme ça. Et vous avez ensuite. Et d'ailleurs, effectivement, il a raison, parce que la nation est plutôt un frein aux réformes libérales. Le capitalisme mondial préférerait, si vous voulez, une société mondiale. Ça, c'est encore autre chose. Est-ce qu'on est vers la marchandisation totale ? Totalement atomisée et totalement marchandisée. Sauf que vous avez encore la nation auquel les Français sont attachés, et notamment au bas de l'échelle, parce que c'est, comme disait je ne sais plus quel penseur socialiste, c'est un peu le bien de ceux qui n'ont rien, en quelque sorte, la nation. Et vous avez une incarnation politique qui n'est pas exclusive, qui n'est pas non plus éternelle. Ça pourrait très bien être quelqu'un d'autre, mais pour l'instant, en l'état actuel des choses, c'est Marine Le Pen qui capte avant tout ce vote-là. Et pour l'instant, le bloc populaire, c'est à la fois sa force et sa faiblesse, se constitue autour du Rassemblement national. Alors dites-moi, ce bloc populaire, sans chiffrer, on peut dire qu'il est à combien, à votre avis ? Enfin, en proportion, je veux dire. Bon, on va faire simple, on va prendre les sondages du premier tour de la présidentielle, vous avez 28-30%. Ce bloc populaire. Ça signifie quoi ? Ça signifie que quand vous additionnez les forces du bloc populaire et du bloc élitaire, vous n'êtes pas à 100%. Vous avez encore une petite moitié de la France, plutôt 40% que 50%, qui se reconnaît toujours dans les identifiants de gauche ou de droite. Sauf qu'ils abstiennent, ceux-là. Ou pas seulement, pas tous, les écologistes. Ça concerne qui ? Ça concerne précisément d'un point de vue sociologique. Je suis toujours fidèle à ma méthode assez clairement inspirée des écrits historiques de Karl Marx, il faut bien le reconnaître. Eh bien, ces classes moyennes, c'est une bonne partie d'entre elles refusent de se laisser capter par le bloc élitaire ou par le bloc populaire. Mais je crois quand même que vous avez une dynamique à l'œuvre qui est binaire. Et vous savez, dans la vie politique française, vous avez un élément qui est structurant, c'est le second tour de la présidentielle. C'est comme ça d'ailleurs que s'est construit la gauche et la droite telles qu'on les a connues jusqu'à peu. Et ceux qui avaient essayé dans les années 60-70 de faire exister le centre ont été brisés par cette logique binaire de la Ve République. Oui, du système. Cette logique binaire, elle continue à exister, mais cette fois-ci, elle se fait non pas au profit, mais aux dépens de la gauche et de la droite. Donc, on peut dire, c'est intéressant, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire donc qu'il y a des classes, soit qui sont formées, et en conscience, soit qui se forment
en ce moment, ce que vous avez dit, soit autour de la nation, soit autour des précarités, etc. Mais alors justement, vous parlez des pouvoirs, mais il y a un problème. Je vous cite, Macron disait, la France souffre plutôt de présidents élus, 3 mai, 2017, sur des ambiguïtés. Moi, j'ai tout annoncé, tout expliqué, je ne fais pas de faux compromis, je ne vais pas changer mon programme entre les 2 tours dans le seul but de draguer les votes à gauche et à droite. Je suis élu pour réformer le pays, pas pour continuer le train des affaires. Très bien, sauf que il veut réformer le pays, comme il dit, capitalisme, marchandisation, Europe et pas la nation, etc. Sauf qu'il ne se heurte, est-ce qu'il ne se heurte pas, justement, est-ce qu'il ne suscite pas, c'est comment dire, en y allant à la hache, en y allant, j'allais dire au Karcher, mais ça c'est pas lui, est-ce qu'il ne se heurte pas, effectivement, à des forces contradictoires qui risquent, justement, de freiner, on le voit en ce moment, ces velléités de réforme? Oui, le pouvoir macronien est un pouvoir qui est fondamentalement minoritaire. Il est minoritaire dans les sondages d'opinion. Il était en fait minoritaire dès la présidentielle. Puisqu'on sait très bien que au second tour de la présidentielle en 2017, ça sera peut-être différent en 2022, la plupart des candidats auraient été élus face à Marine Le Pen. Même Benoît Hamon dans les sondages était élu au second tour face à Marine Le Pen en 2017. Là encore, le temps passe et les choses changent. Et donc, c'est un pouvoir qui est non seulement minoritaire, mais qui se satisfait de l'être. Parce qu'il n'a pas à composer avec les fractions populaires. Vous savez, quand la gauche ou la droite se battait pour le pouvoir, c'était toujours l'élément le plus modéré, le plus européen, le plus libéral, au fond, de la gauche ou de la droite qui gouvernait. Mais il devait composer pour l'emporter au second tour avec des éléments plus populaires, plus radicaux. Emmanuel Macron n'a pas à le faire. Et là aussi, c'est pas un procès d'intention, il le dit. Il est très content de ne pas avoir à faire ce qu'il appelle des petits ajustements ou petits arrangements, qui sont en fait tout simplement des compromis sociaux. Et il a une autre force, Emmanuel Macron, c'est que au sommet de l'État, et c'est la réunification généralisée. Ça a des conséquences assez importantes et à mon avis assez périlleuses pour les libertés publiques. Parce que toutes les instances de contrôle, c'est-à-dire la magistrature, mais également, vous savez, le Parlement. Quand vous avez un Parlement godillot, il faut le dire. Le CSA, la Cour de cassation, tous ces lieux, si vous voulez, qui permettent d'avoir le Conseil national de la magistrature, tout ça, tous ces lieux qui permettent d'avoir, effectivement, de garantir la liberté publique. Ouais. Eh bien, autrefois, ils étaient divisés entre la gauche et la droite. C'était toujours des milieux élitaires, des milieux bourgeois, mais il y avait l'équipe de gauche, il y avait l'équipe de droite. Quand l'équipe de gauche était au pouvoir, elle savait qu'un jour, ça serait l'équipe de droite. C'était un peu les mêmes milieux. On se ménageait, mais on se surveillait et on se contrôlait. On n'allait pas trop loin, en quelque sorte. Là, aujourd'hui, dans ces instances dirigeantes et ces instances de contrôle de la démocratie, vous avez une quasi-unanimité. C'est-à-dire, moi j'ai fait Sciences Po, il se trouve, mes anciens condisciples, c'était il y a longtemps, mes anciens condisciples ont tous voté Macron, pour ainsi dire. Alors qu'autrefois, ils étaient divisés entre la gauche et la droite. Et donc, tous les cadres de la société... toutes les instances de pouvoir... sont rassemblés. Et de défense des libertés, en principe, sont rassemblés. Ce qui explique, à mon avis, beaucoup de choses dans l'évolution que l'on constate depuis quelques mois, et notamment à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes. On voit bien qu'il n'y a pas non plus un rapport tout à fait équilibré, et qu'il y a une forme, quand même, de menace sur les libertés publiques. Là, il faut être assez catégorique. C'est un régime qui tend à se durcir. Et il tend à se durcir. Pourquoi ? Parce que c'était annoncé par Emmanuel Macron dès le discours du 12 juillet 2016 à la Mutualité. Donc il explique qu'il faut remettre un peu les institutions en ordre et à se donner une autorité suffisante pour faire passer les réformes. C'est très clair en réalité. Et donc là, vous avez effectivement cette confrontation qui devient à la fois binaire, qui devient verticale entre le haut et le bas de la société et qui devient de plus en plus dure et de plus en plus, à mon avis, périlleuse pour les libertés publiques. C'est ce que j'essaye de montrer en ce livre. On va en parler, on reste avec vous et vous restez avec nous, Jérôme Sainte-Marie. Ici, Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et nous continuons avec Jérôme Sainte-Marie, bloc contre bloc. Qu'est-ce qui se passe en France ? Qu'est-ce qui va se passer surtout ? Jérôme Sainte-Marie, je voudrais... qu'on parle un tout petit peu par rapport à... On a parlé du bloc élitaire, du bloc populaire, on a parlé de ce qui peut se passer. Alors, est-ce qu'on va rester encore, sans faire de prévision, hein, c'est aux sondeurs, et je dirais presque aux sociologues, je m'adresse, est-ce qu'on va rester dans la dynamique 22, on annonce partout Macron-Le Pen ? Je veux dire, est-ce que, en tout cas,
tout est ressenti. Je dis pas, on va pas tirer les cartes et lire dans le marque de café. Mais est-ce que ça va être ça? Est-ce que, en tout cas, le bloc élitaire et Macron tendent vers ça? Oui, je pense que, alors, vous savez, au nom de 2 ans et demi avant une élection présidentielle, on fait des sondages, puis la plupart du temps, c'est pas ce qui va sortir finalement dans l'élection. Ne serait-ce parce que parfois, c'est pas les gens qu'on teste seront finalement pas candidats, ils seront remplacés par d'autres. Donc, au niveau des personnes, il faut être extrêmement prudent. Mais au niveau des forces sociales et politiques qui sont mobilisées, je crois qu'on va effectivement, là je prends mon risque, je pense qu'on va effectivement vers cet affrontement entre le bloc élitaire et le bloc populaire par candidats et forces politiques interposées. Je ne vois rien d'autre pour l'instant que d'un côté la République En Marche et de l'autre côté le Rassemblement National. Alors qu'en pensent les auditeurs de Sud Radio ? Vous nous appelez au 0826 300 300 pour revenir justement sur cette analyse politique de notre invité Jérôme Sainte-Marie, pour revenir aussi sur les autres sujets d'actualité qui ont été abordés par André Berkoff. On accueille Alice qui veut parler de la marche contre les violences faites aux femmes. Bonjour Alice. Bonjour monsieur. Oui, dites-moi, on vous écoute. Alors, moi, je voulais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé lors de la manif de samedi dernier contre les violences faites aux femmes. Oui. Donc, je fais partie du collectif Némésis, un collectif tout jeune, et nous dénonçons les violences faites aux femmes, en fait, tout simplement. Et nous sommes donc venus avec des pancartes rejoindre la manif, et on a été écartés par les manifestantes, je tiens à le préciser, au bout de, un quart d'heure, je dirais à peu près. Mmh. On avait des messages qui leur plaisaient pas parce qu'en effet, on s'est un petit peu, entre guillemets, attaqué à Madame Caroline de Haas, qui notamment, contre le harcèlement de rue, avait dit qu'il fallait élargir les trottoirs. Oui, à la Chapelle-Pajol, oui. Voilà, exactement. On a interpellé Madame Marlène Schiappa, qui a dit que les citoyens étrangers qui auraient causé des violences aux femmes donc seraient expulsés. Voilà, on a, à part ce genre de pancartes qui n'ont pas plu apparemment, on a voulu juste dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans les violences faites aux femmes aussi. Et vous avez été écarté oui, parce que écoutez, on a vu des images où on vous traitait de facho, etc., etc. Exactement, ouais. En fait, on est arrivé dans la manifestation. Au bout de 2 minutes, les gens ont commencé à se retourner. On a essuyé quelques insultes. Et en fait, on a eu une horde de harpies à se jeter sur nous d'un coup. C'est monté vraiment d'un coup. Et en fait, la manifestation s'est arrêtée à notre niveau. Il faut savoir qu'on était 5 quand même, d'une moyenne d'âge de 20 ans. Donc, c'est pas non plus... Je pense pas qu'on était un risque énorme. Vous n'étiez pas un commando armé, oui. Ouais, voilà, non. Et ça traduit quoi pour vous? Je veux dire, ça traduit quoi le fait que vous ayez été rejeté comme ça? Un énorme malaise au sein de ces associations-là qui veulent en fait dénoncer les violences faites aux femmes mais qui se heurtent à leurs contradictions parce qu'aujourd'hui dénoncer les violences faites aux femmes mais ne pas parler aussi des problèmes liés à l'immigration qui sont intimement liés aussi parce qu'aujourd'hui on sait que beaucoup de violences notamment de rue sont faites par des personnes issues du Maghreb ou d'Afrique. À partir de là, ne pas en parler, c'est quand même extrêmement dangereux. Oui, sans généraliser, c'est pas que les Maghrébins et Africains qui... Voilà, mais je comprends ce que vous voulez dire. Tout à fait. On ne généralise pas, on dénonce toutes les violences faites aux femmes, mais on dit aussi, ça arrive quand même assez fréquemment que ce soit aussi ces personnes-là, pour une question de culture et voilà, ce genre de choses. D'accord, Alice. Oui, je voudrais, Jérôme Sainte-Marie, juste un mot par rapport à ça. Dans votre livre, vous parlez très peu, vous parlez évidemment de la France insoumise, mais vous parlez assez peu d'immigration. Est-ce que l'immigration n'est pas un facteur, je ne dis pas pour dire oui, contre ou pas, est-ce que ce n'est pas un facteur du malaise actuel aussi ? Oui, alors c'est un livre qui est quand même un livre de sociologie électorale, donc moi c'est mon métier de sondeur, si vous voulez, qui joue. Mais non, mais est-ce que dans les sondages, est-ce que ça joue un rôle ou pas? Il y a deux niveaux, si vous voulez, pour dire est-ce que ça joue ou pas. Est-ce que ça joue comme représentation? Est-ce que les Français ne sont pas préoccupés par la question migratoire? Bien sûr qu'ils le sont. Et qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est assez net. Les 2 tiers des Français considèrent que l'immigration, quel que soit l'aspect considéré, est une mauvaise chose pour la France. Et vous aviez, par exemple, la moitié des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui étaient opposés à l'accueil de l'Aquarius dans le port de Marseille. Et j'en parle essentiellement là-dessus, c'est pour dire que l'élimination de la France insoumise du bloc populaire est en fait quasiment une auto-élimination. Les positions qu'ils ont prises concernant l'immigration les ont disqualifiés auprès d'une bonne partie de leurs électeurs. Ce qui ne les a pas empêchés de participer à la marche contre l'islamophobie. Notamment en termes de milieu populaire. Donc c'est évidemment une préoccupation très importante parmi les Français. Et la seconde... Le second niveau, et là je me distingue d'autres auteurs, si vous voulez,
actuelle, c'est que pour l'instant, ça pèse très peu électoralement. Vous avez, parlons des musulmans, qui ne sont pas tous immigrés, il faut faire très attention. Voilà. Et justement, vous avez énormément de musulmans français, mais vous avez à peu près 8 millions de musulmans en France, 6 millions de Français qui sont par ailleurs de confession musulmane. Si vous prenez uniquement ceux qui sont en âge de voter, vous en avez beaucoup moins. Si vous prenez ceux qui sont inscrits, qui participent, vous en avez encore moins. Et puis surtout, chose extrêmement importante, y compris pour les Français musulmans qui nous écoutent, je ne suis pas de ceux qui pensent que le fait d'être musulman entraîne un vote de manière mécanique. Le fait d'être chrétien ou juif ou athée ne l'entraîne pas davantage. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une normalité, si vous voulez. Absolument. Pour l'essentiel, ça concerne pas tout le monde et ça peut changer dans l'avenir. Mais pour l'essentiel, vous avez un vote de Français par ailleurs de confession musulmane qui se joue, comme pour la plupart des Français, sur leurs intérêts matériels et sur leurs valeurs. Donc et donc je m'en réjouis et j'en parle quasiment pas, effectivement. Et on remercie Alice de nous avoir appelé au 0826 300 300 et on retrouve tout de suite Bernard qui a composé le même numéro. Bonjour à vous, Bernard. Oui, bonjour Bernard. Bonjour à tout le monde. Oui. Je voudrais vous dire par rapport à la marche, déjà j'apporte mon soutien à Alice parce que je trouve que c'est assez inadmissible quand même qu'on vienne quasiment pour la même cause et qu'elle soit mise à l'écart. J'aimerais bien avoir ses coordonnées si c'était possible, si elle le veut bien. Écoutez, on lui demandera et si elle est d'accord, on vous les communiquera. C'est gentil. Sinon, cette marche, oui, j'ai participé. Mais s'il y a du sectarisme, j'abandonne tout. Parce qu'il est hors de question de voir des gens sectaires dans cette marche. On parle d'un truc populaire, on parle de la vie des gens. Il est hors de sujet de tirer profit sur la vie des gens, tout simplement. Et après, il faut pas... En gros, ils sont en train de se faire monopoliser par Marlène Schiappa. C'est quoi ? Quel est le problème ? Il ne faut pas qu'il y ait un diktat comme ça qui s'installe. Nous, on parle essentiellement de la vie de ces pauvres femmes, mais je pense criminalisées par des idiots. Oui, je pense, Bernard, et vous avez raison, enfin, j'espère, et je pense vraiment qu'il n'y aura pas de diktat, que personne ne se laissera faire. Merci, Bernard. Et merci à tous, en tout cas de nous avoir appelé au 0826 300 300. Vous tous qui écoutez André Berkoff, vous nous appelez au même numéro. On est toujours avec André Berkoff et son invité, le sondeur, Jérôme Sainte-Marie, auteur de ce livre, Bloc contre Bloc, publié aux éditions du Cerf. Alors, Jérôme Sainte-Marie, j'arrive justement à votre dernier chapitre, le dernier chapitre de votre livre, où vous êtes quand même assez lucidement inquiet, je dirais, si je peux dire. C'est-à-dire, vous dites, voilà, il y a effectivement... Emmanuel Macron, le bloc élitaire qui dit, bon, faut y aller, c'est la seule manière, on peut pas rester comme ça avec toutes ces espèces de baronnies, de corporations, de freins, tout dit. Il faut être Startup Nation, il faut être dans le monde, on est dans le monde, il faut être européen, c'est plus important, même par rapport à la culture, vous l'avez souligné, etc., dans votre livre. Mais en même temps, on y va et on a l'impression qu'on y va sans du tout tenir compte du fait que les gens, et comme vous dites, les gens d'en bas, enfin pour employer l'expression, la France d'en bas ou la France en parlant comme vous, périphérique ou autre, enfin, sont un peu, comment vous dire, ils sont non seulement tapés par ce changement, ils sont agressés, mais justement ils réagissent avec d'autant plus de réactions et surtout avec la violence qu'il y a eu, notamment avec les Gilets jaunes et compagnie. Ça débouche sur quoi tout ça ? On a changé de régime en quelque sorte, on était régi par l'alternance systématique, ou presque, et on passe dans un système que moi j'appelle l'alternance interdite. Et vous savez, cet affrontement... L'alternance interdite, carrément. Interdite, c'est-à-dire enfin, pas interdite, pas légalement, mais dans les esprits, tout est considéré comme si elle était inconcevable. Vous savez, on a un exemple, c'est le vote en 2005 au référendum sur l'Europe. Mais deux blocs qui ressemblent beaucoup dans leur composition à d'un côté la France qui a voté oui, de l'autre côté la France qui a voté non. À 55%. Vous vous rappelez que le non l'a emporté à 55% et que le traité qui avait été refusé par la population a été adopté par le Congrès 3 ans plus tard. Oui, 3 ans plus tard. Parce que justement, vous avez un système qui fonctionne de manière à ce que certaines attentes populaires ne soient pas satisfaites. Et que par contre, parce qu'elles sont incompatibles avec la direction générale. Vous avez un peu la même chose qui se passe actuellement en construisant cette opposition entre d'un côté le progressisme, ou appelé comme tel, et de l'autre côté le populisme, ou appelé comme tel. Grosso modo, dans l'esprit comment dirais-je,
d'un esprit de la France d'en haut, c'est quasiment l'opposition entre le bien et le mal. C'est presque plus une opposition politique, c'est une opposition morale, voire quasiment métaphysique. Rappelez-vous comment étaient traités les Gilets jaunes au départ, des gueux, extrême droite, la peste brune, etc. Et c'est un système, si vous voulez, qu'on a déjà connu dans d'autres systèmes démocratiques, par exemple en Italie dans les années 60-70, où on considérait que le remplacement de la démocratie chrétienne par le Parti communiste, à travers les élections, était inconcevable. Pour des raisons géopolitiques. Ouais. Là, c'est pour défendre l'OTAN à l'époque. Là, pour défendre l'Union européenne, on considère que, globalement, la victoire d'eurosceptiques contre les filets européens serait quelque chose d'inconcevable. Ça pose un énorme problème parce que ça crée une tension terrible et c'est pour moi, à mon avis, une des raisons pour lesquelles le débouché de la contestation ne s'est pas passé ailleurs que dans la rue depuis quelques mois et ça continue. Et donc, imaginons maintenant, donc il me semble que les perspectives sont assez ouvertes pour l'élection de 2022. On arrive à des résultats, actuellement, c'est 45-55% au second tour. C'est donc une situation qui ressemble à une élection normale, en quelque sorte. Mais ce qui diffère d'une élection normale, c'est que vous avez énormément de gens qui considèrent que cette alternance serait inconcevable. Absolument. Donc, soit elle a lieu, et à ce moment-là, ça provoquera des tensions que je n'ose imaginer, soit elle n'a pas lieu, et là aussi, une partie de la France se sentira complètement bafouée. Donc c'est pour ça qu'on rentre dans une période qui est à la fois exceptionnellement intéressante, politiquement, pour l'analyse que je suis, c'est un régal, mais qui, en fait, pour le citoyen, est plus préoccupante. Ouais. Et incertaine, effectivement, parce que tout est possible. Et ce que vous avez dit très clairement, c'est que, et c'est pour ça que par rapport juste au discours de Macron, une phrase, on termine là-dessus, c'est qu'il disait, attention, n'oubliez pas la France d'en bas. C'est-à-dire qu'on doit y aller. Or, on a l'impression que ça a été oublié. Tout se passe comme si ça a été oublié. Oui, parce qu'il n'est pas sain, si vous voulez, que dans un pays démocratique, ce soit en quelque sorte la France d'en haut qui soit chargée de préserver les intérêts de la France d'en bas. Il est plus logique que on ait des forces politiques composites où les gens de la France dite d'en bas puissent défendre eux-mêmes leurs intérêts. Merci à vous, Jérôme Sainte-Marie. Je rappelle la référence de votre ouvrage Bloc contre Bloc, c'est publié aux éditions du Cerf. Merci André Berkoff, à demain, à midi en direct sur Sud Radio.